Les amis, format un peu spécial aujourd'hui car j'ai pas 3 ni 5 histoires d'horreur à vous raconter. Mais j'en ai bien une seule et franchement vous m'en direz des nouvelles. Bref, je vais pas vous faire patienter plus longtemps, on va démarrer tout de suite avec cette histoire et je vous reprendrai à la fin de cette vidéo pour vous parler un petit peu. Bon, les amis, préparez-vous, car on va parler d'une histoire liée à une secte en France et ça a de quoi faire froid dans le dos. Perso, je connais personne qui est ou a vécu dans une secte, donc ça reste très mystérieux pour moi. Et donc, à la fois aussi très intriguant à raconter. Et cette fois-ci, je vais démarrer par la fin avec le témoignage de Sophie. Et ça va vous servir un petit peu de teasing en quelque sorte. J'ai grandi dans un monde où tout était contrôlé. Ce que je mangeais, ce que je pensais, qui j'étais censé être. Et surtout, on m'a toujours répété que l'extérieur, le vrai monde en quelque sorte, était dangereux. On m'a constamment répété que ceux qui quittaient le groupe disparaissaient ou finissaient totalement détruits. Mais j'ai réussi à m'échapper et j'ai survécu. J'ai reconstruit ma vie. Jusqu'au jour où j'ai croisé ce visage qui me hantait tant. Oui, on démarre bien. Sophie, qui nous raconte donc son histoire, explique qu'elle a été élevée par ses parents qui ont, à sa connaissance, toujours été membres de cette secte. Alors pour des raisons de sécurité, elle ne partagera ni le nom de cette secte, ni aucune information sur elle par peur de représailles. Elle indique donc que ses parents ont élevé Sophie tout en faisant partie d'une secte. Mais ça, elle le savait pas, ni le comprenait pas avant un bon moment. Pour donner des informations sur la secte, Sophie explique que cette secte vit isolée en pleine montagne dans l'est de la France, à plusieurs kilomètres de toute civilisation. Pas d'électricité, pas de téléphone et pas internet. Pour Sophie, qui a vécu des années là-bas, le monde extérieur est en fait un mythe, un endroit plein de péchés et de corruption. Elle n'a jamais vu du coup une ville, jamais entendu parler de la liberté individuelle avant un bon bout de temps. Alors rien. Ici, la seule volonté du prophète existe. Et pour elle, c'est normal. Elle habite dans un village aménagé, assez grand et très cloisonné. Et ces cloisons, notamment, expliquent surtout que le monde étranger, le monde de dehors, est un danger et que eux, en fait, c'est les gentils qui habitent dans le village. Et qui sont tout bonnement les bonnes personnes qu'il faut protéger. Sophie nous raconte alors son histoire bien après y avoir vécu. Donc, elle peut assurément dire que cette secte prône, comme beaucoup je pense, une coupure totale avec la société. Pas d'école classique, pas de contact avec l'extérieur, en clair, tout est régulé par ce qu'ils appellent le prophète. Et Sophie répète encore que pour elle, c'est la vie normale. Elle n'a pas eu d'enfance traditionnelle, on va dire comme vous et moi, mais ça n'empêche qu'elle sait parler, qu'elle sait communiquer, elle a juste un tout autre fonctionnement de la vie. Sans argent, sans téléphone portable ni ordinateur, c'est juste différent. Sophie explique encore pas mal de choses sur son passé dans la secte. Elle explique que par exemple jusqu'à ses 13 ans, elle vit enfermée dans ce projet de secte. Et que notamment, sa relation avec ses parents est désastreuse. Désastreuse dans le sens où elle n'a pas reçu d'amour comme nous. On va dire que les parents étaient absents pour être gentils. Ce qui conduit à un rythme de vie très renfermé, ainsi qu'à un cercle social très restreint pour Sophie. Du coup, Sophie ne connaît pas la douceur, on va dire, d'un foyer. Ses parents ne sont pas vraiment du coup ses parents, ils sont plutôt des serviteurs du prophète. Elle ne ressent aucun amour de leur part, juste des ordres, des prières et des punitions, c'est tout. Son enfance, c'est clairement la solitude totale. Et ok, niveau social, c'est vraiment pas fou. Mais en plus de ça, elle sait, avec le recul, qu'elle vivait des trucs très étranges. Et pour donner un exemple, chaque nuit dans le village de la secte, une cloche retentit partout. Cette cloche, ça signifie que c'est l'heure de la prière nocturne obligatoire. Et ça, c'est un truc que personne ne peut manquer. Tout le monde doit sortir devant chez soi, on parle ici de petites cases, de petites maisons, et du coup de faire une prière. Ça se passe pieds nus, qu'il fasse chaud ou froid. Et elle explique que le son de la prière que chacun faisait, c'était quelque chose de très impressionnant, à la limite du flippant quand elle y repense. Imaginez juste des dizaines, des centaines de personnes murmurer des prières en pleine nuit dans le noir. Et là, je pense que vous comprenez, c'est effectivement flippant. Et ce n'est pas fini, car pour chaque prière nocturne, le chef, le prophète, passe devant toutes les maisons et flagelle les bras des plus jeunes, en guise, comme ils disent, de purification. Et vous, vous en doutez bien, ceux qui ne sont pas présents pour la prière ou refusent même d'être flagellés sont traînés par les gardes du prophète. Et ils sont ensuite enchaînés puis envoyés dans les cellules. On revient sur les cellules juste après, promis. Et Sophie, elle explique que c'est exactement ce qu'elle va vivre pendant plus de 13 ans. Elle va se faire flageller les bras par peur qu'il lui arrive quelque chose, mais aussi par habitude, car elle dira dans son récit que c'est ancré en elle et que même plus tard, elle a l'habitude de se lever en pleine nuit pour sortir dehors en pensant que c'est l'heure de la prière. Et c'est pas tout ce qu'elle va nous dire à propos de la secte et ce qu'elle a vécu jusqu'à ses 13 ans. Sophie explique qu'il y a une particularité dans la secte, c'est que les enfants qui posent trop de questions notamment, ou se rebellent en quelque sorte, eh bien ça peut mal finir. D'ailleurs, vous remarquez que je l'appelle Sophie, mais en réalité c'est le prénom qu'elle s'est accordé bien plus tard lorsqu'elle a réussi à s'échapper de la secte.
Son vrai nom, enfin comment les gens l'appellent dans la secte, c'est numéro 691. Et retenez bien ce chiffre. 691, c'est donc son chiffre tatoué sur son poignet à ses 8 ans. Et d'ailleurs, voici les mots de Sophie à propos de son tatouage. Je ressentais l'aiguille me transpercer la peau et soudain je voyais apparaître un chiffre qui allait rester collé à ma peau durant le reste de mes jours. J'avais 8 ans quand le chiffre 691 fut inscrit à tout jamais au niveau de mon poignet. Mais sachez que tous les membres de la secte passent par là. Ils ont tous un chiffre représentant leur identité tatouée sur leur corps. Et c'est donc dans un monde déshumanisé que va vivre Sophie durant tout ce temps. Elle explique que malgré son faible cercle social, elle avait une amie, si on peut appeler ça comme ça, quand elle avait 8 ans. Et elle s'appelait 885. Et cette amie posait énormément de questions sur pourquoi il faisait ça, pourquoi il n'allait pas au-delà des cloisons, bref, plein de questions qui ont abouti à une chose atroce. En fait, cette amie de Sophie a disparu du jour au lendemain. Au début, Sophie pensait simplement qu'elle ne voulait plus lui parler et l'éviter, mais c'est bien plus tard que Sophie a compris que la disparition de son amie 885 n'était pas anodine. Et ce cas-là de l'amie de Sophie, c'est pas le seul. Elle se souvient que dans son enfance, elle voyait régulièrement les mêmes personnes, sauf que du jour au lendemain, plus rien. Et tout ça, ça explique l'un des comportements étranges des parents de Sophie. Par exemple, Sophie explique qu'à l'époque, elle commençait à poser pas mal de questions sur sa vie dans le village. Elle se demandait pourquoi il ne voit jamais ce qu'il y a au-delà des cloisons. Elle se demandait même pourquoi elle doit faire telle ou telle chose sans réfléchir. Elle parle là notamment de la prière en pleine nuit, ainsi que les flagellations, qui ont pour elle aucun but à part de se faire du mal. Bref, du coup ses parents vont la forcer à se taire et de tout bien faire pour montrer qu'elle est une croyante exemplaire et qu'elle est fidèle au prophète. Et encore une fois, la chose importante pour les parents de Sophie, c'est d'être irréprochable pour que le prophète de cette secte soit content. Rien de plus, rien de moins. Elle apprend donc contre son gré à se taire et à être exemplaire, alors qu'au fond d'elle, elle rêve déjà de liberté. Mais malgré le fait que sa vie n'est faite que d'ordre, de punition et d'isolement total, eh bien Sophie l'explique qu'elle s'y est fait. Elle dit que maintenant, elle ne pourrait plus jamais y retourner, sauf qu'à l'époque, c'était tout ce qu'elle connaissait. Un jour, une femme âgée a supplié le prophète de l'épargner. C'est une scène qui s'est passée entre guillemets sur la place publique et c'est pourquoi Sophie y a assisté contre son gré. Elle a cru comprendre que celle-ci a tenté de s'échapper, mais qu'elle s'est fait attraper. Et cette femme, elle pleurait et elle criait de peur. Malgré tout, elle a fini dans les cellules, dans le village, exposée pour montrer clairement que chaque personne qui déroge à la règle du prophète sont tout bonnement condamnées. Et là où on trouve ça normal de voir quelqu'un supplier et pleurer, eh bien Sophie nous raconte qu'elle n'a jamais pleuré là-bas. Car encore une fois, c'était une sorte de tradition dans cette secte. Donc Sophie ne sait pas ce que c'est que pleurer, car on lui a appris que la douleur était une épreuve et que la peur et la tristesse étaient des faiblesses envoyées par le mal. Et Sophie indique donc que lorsqu'elle a vu cette femme se faire emmener vers les cellules du village, elle a eu envie de pleurer. Mais par réflexe, elle a caché effectivement sa tristesse par un grand sourire. Et j'ose même pas imaginer le décor de cette secte avec tous ces faux sourires là alors qu'il y a un truc ignoble qui est en train de se passer. Bref, c'est trop bizarre. Sophie explique que plus elle fait ses rituels obligatoires, plus elle voit des choses immondes. Et plus du coup elle a une petite voix dans sa tête qui lui dit clairement de se barrer. Peu importe ce qu'il y a au-delà des cloisons, c'est forcément mieux qu'ici. Et ce qui la choque par-dessus tout, c'est le fait que personne ne se révolte. En même temps, au vu de ce qui se passe quand une femme pleure, je peux comprendre. Malgré son envie d'ailleurs, elle va jamais passer à l'action. D'une part parce qu'elle a peur de faire quoi que ce soit, mais aussi parce qu'il y a ses parents qui sont là. Et même s'ils sont relationnellement pas trop présents, c'est toujours mieux de les avoir pas loin de soi plutôt que de s'échapper et d'être seule au beau milieu de nulle part. Et puis dernière chose, Sophie, elle est respectée dans la secte. Alors oui, ses parents étant des membres anciens et exemplaires, on la laisse plus libre que d'autres. Clairement, on l'embête pas trop à être sur son dos, si vous voyez ce que je veux dire. Et grâce à ça, elle a un peu plus de privilèges que les autres. Et c'est justement ces sortes de privilèges qui vont l'aider à s'échapper un peu plus tard. En tout cas, ça nous emmène à l'élément fatidique de l'histoire de Sophie. À ce moment-là, elle a donc 13 ans qu'elle vit dans cette secte et qu'elle ne rêve que d'ailleurs sans passer à l'action. Mais voilà un événement qui va accélérer sa prise de décision. Ses parents lui apprennent que pour renforcer la confiance du prophète, elle devra l'épouser. Le problème, c'est que le prophète, c'est un homme de 50 ans et clairement, c'est pas forcément Brad Pitt. Mais dites-moi, quelle fille de 13 ans accepterait de fonder une famille et de avec un homme de 55 ans? Alors oui, c'est assez ignoble pour Sophie, qui a clairement pas envie de passer ses nuits avec un homme de 54 ans, même si c'est le prophète. Mais vous le comprenez, c'est pas la décision de Sophie, mais bien celle de ses parents. Parce que cette union, ou cet esclavage permettra d'évoluer davantage pour eux, qui vous l'aurez remarqué, ne se soucient effectivement pas trop de leur fille. Sophie donc ça la met en panique, et clairement elle n'a pas du tout envie.
Mais pour éviter d'être punie ou de devoir aller en cellule, elle accepte, grand sourire, face à ses parents. L'enfer. Par contre, elle explique que dans sa tête, c'est tellement le chaos qu'elle partira à la première occasion qui lui tombera sous le nez. Elle se sent de plus en plus mal et a une sorte de rejet envers cette secte. Et donc, elle va tout faire pour en sortir. Et encore une fois, ça la choque que personne ne se rebelle réellement. Et Sophie explique qu'avec le recul, il suffisait juste qu'une vingtaine, qu'une trentaine de personnes se révoltent et ça aurait pu tout changer. Et vient donc le moment de s'évader pour de bon. Comme on l'a dit, Sophie, elle a beaucoup de responsabilités et elle a la confiance de tout le monde. Aucune pleure, aucun manquement aux prières, donc forcément, elle a la confiance du prophète et donc de tout le village. En plus, ça va être la promise du prophète, donc clairement tout le monde la respecte. Alors qu'en soi, elle déteste au plus haut point cette secte, ce qui est assez paradoxal. Elle explique donc qu'avant de devenir l'esclave du prophète, elle surveille les cloisons pour éviter que du monde s'échappe. Alors, elle a 13 ans, donc elle n'est pas la seule, mais une chose est sûre, c'est en faisant une garde de nuit qu'elle partira directement. Ah oui, et petit aparté que nous a fait Sophie, car pour elle, c'est normal dans la secte d'avoir de grandes responsabilités à 13 ans. Car c'est un peu plus tôt, à 12 ans, que chaque enfant devient adulte et commence à travailler. On est bien loin des 18 ans qu'on a en France. Alors vient donc une nuit, la nuit où tout va basculer pour Sophie. Elle est en train de monter la garde d'un côté du village, elle est donc pas toute seule, elle est avec Oscar, un homme respecté et réputé pour être très dur. L'union entre Sophie et le prophète ayant lieu dans très peu de temps, c'est pas du tout les mêmes délais qu'en France, vous l'aurez compris, et bien Sophie elle se dit qu'elle doit tenter son évasion ce soir. Elle va leur simuler le fait d'être malade auprès d'Oscar. Oscar, malgré le fait qu'il soit dur, va tout de même être gentil avec Sophie et lui dire qu'elle peut rentrer se reposer, et que d'ailleurs, il va s'occuper de la garde tout seul. Et c'est pas pour rien qu'il accepte, car il sait pertinemment que dans très peu de temps, elle sera, on va dire, mariée au prophète, et il veut pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Il veut pas, entre guillemets, perturber la promise du prophète. Bref, donc parfait pour Sophie qui s'éloigne donc de la cloison pour le moment. Mais Sophie raconte qu'à ce moment-là, elle ne retourne pas dans la maison de ses parents. Elle se cache dans un buisson en attendant précisément que Oscar prenne une pause pour aller aux toilettes par exemple. Ce qui pourra lui laisser 1 minute ou 2 pour se diriger vers la porte et s'en aller. Et vient donc ce moment. Oscar a une envie pressante et s'éloigne donc de la porte d'entrée de la cloison, qui je le rappelle, sépare Sophie de la secte et du monde extérieur. Laissant ainsi tout le loisir à Sophie de pouvoir partir. Sophie sait qu'elle ne pourra pas mimer d'être malade tous les soirs, donc clairement c'est sa seule et unique chance de s'enfuir. Sophie avance vers la cloison, ouvre la porte discrètement, puis sans réfléchir, elle court vers l'inconnu. Sauf que ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que les hauts membres de la secte ont fait placer énormément de petites branches tout autour de la cloison pour que si quelqu'un vienne ou s'enfuit, ça fasse tellement de bruit que ça va avertir tous les autres gardes aux alentours. Et c'est malheureusement ce qui va se passer et c'est ce que Sophie n'avait pas prévu. Sophie comprend donc que sa fuite ne va pas être calme, c'est pourquoi elle se met à sprinter le plus rapidement possible en direction opposée de la cloison. Et elle sait maintenant que si elle se fait attraper, les membres de la secte n'auront aucune pitié. Sophie raconte donc sa fuite, je rappelle qu'elle est en plein milieu de la montagne, il y a des arbres de partout et assez rapidement elle s'éloigne des cloisons autour du village de cette secte. Sophie court à toute vitesse à travers les arbres tout en entendant derrière elle des membres de la secte lui courir après. Et Sophie explique qu'à ce moment-là, elle a à la fois le sentiment de liberté qui lui fait du bien, disons-le clairement, mais aussi un sentiment de panique. C'est la première fois qu'elle sort du village, donc clairement elle sait pas du tout dans quelle direction elle doit aller. Sophie explique que régulièrement, elle jetait un œil derrière elle au cas où elle s'était fait repérer. Mais non, elle va juste voir des torches des membres de la secte au loin. Mais a priori, il y a suffisamment de distance entre eux pour qu'elle ne soit pas vue. S'ensuit de longues minutes pour Sophie à courir pour s'éloigner le plus possible des membres de la secte. Sauf que manque de bol, elle va trébucher dans un trou. Elle est donc dans le trou et au moment de se relever pour courir le plus vite possible, elle va avoir le bon move de rester couchée en espérant bien entendu que les membres de la secte ne la voient pas. Et c'est ce qui va se passer. Après 30 minutes à rester cachée dans le trou, Sophie passe la tête et découvre qu'elle est enfin seule dans la forêt. Enfin seule, pas vraiment. Très vite, Sophie se rend compte qu'elle n'est pas tombée dans un trou par hasard. En fait, elle est dans un cimetière. C'est le cimetière de la secte. Là où ils enterrent tous leurs morts. Au-delà du fait que ça fasse peur pour Sophie, elle est très vite interpellée lorsqu'elle passe devant une croix en bois. Et cette croix en bois, elle retient l'attention de Sophie car il y a écrit le chiffre 885 en blanc dessus. Et tout de suite, elle pense au numéro de son ancien ami qu'elle n'a plus vu du jour au lendemain. Et après beaucoup de recul, Sophie le sait, la personne qui est sous cette croix, c'est probablement son ami. Mais bon, pas le temps pour Sophie de rester dans ce cimetière car elle a un plan. Et son plan, c'est de descendre la montagne et d'essayer de trouver quelque chose pour que la secte ne la retrouve pas. Sauf qu'au bout d'un moment, Sophie va se retrouver coincée. Elle est coincée car elle arrive à un endroit où il y a du vide, beaucoup de vide. Elle va alors courir le long du vide jusqu'à tomber sur une sorte de cascade, donnant sur un tout petit point d'eau.
De mémoire, il y a un bon 5 mètres de hauteur, donc c'est très risqué de sauter. Surtout que Sophie ne sait pas s'il y a du fond. Sophie hésite donc quelques secondes et elle se dit que quitte à périr dans les cellules du prophète, elle préfère tenter sa chance. Sophie s'élance et saute dans le point d'eau. Sophie explique que l'eau est gelée et qu'elle essaye vite de nager vers le bord pour sortir de là. Sophie est donc maintenant trempée, il est tard, mais heureusement, elle entend quand même plus de bruit derrière elle. Dans un instinct de survie, elle va tout de même, malgré le froid, courir de nombreuses minutes pour être sûre d'échapper aux membres de la secte, au cas où ils la recherchent encore. Et quoi qu'il arrive, elle espère tomber un moment sur quelque chose ou quelqu'un de bon pour l'aider. Et à partir de là, la mémoire de Sophie lui a joué des tours. Elle est persuadée avoir vu une maison en bas de la montagne. Elle pense même y avoir aperçu un tout petit village qu'elle a tenté d'approcher. Elle se rappelle avoir été à quelques mètres d'une maison, sauf que malheureusement, elle va, suite au froid et au stress qu'elle a accumulé, s'évanouir. Ce n'est que le lendemain matin que Sophie va de nouveau ouvrir les yeux. Et en ouvrant les yeux, elle se retrouve dans une pièce, une chambre avec une dame âgée. Elle pense alors que malheureusement, elle s'est fait rattraper par la secte. Mais non. La dame qui est assise à côté d'elle, c'est Chantal. Et elle prend soin de Sophie. Elle lui explique qu'elle a été retrouvée par terre devant chez elle et qu'elle a tout de suite pris l'initiative de l'installer dans sa chambre d'amis pour prendre soin d'elle. Sophie va alors apprendre à faire connaissance avec Chantal et la remercier de l'avoir aidée. Elle s'excuse de l'avoir dérangée et commence à lui poser des questions. Des questions indiquant clairement à Chantal que Sophie n'est clairement pas du coin. Elle va demander où est-ce qu'ils sont, est-ce que quelqu'un est venu la chercher ou encore est-ce que ses parents sont au courant. Chantal va expliquer que personne n'est venu la chercher mais qu'elle va la raccompagner volontiers où elle le souhaite. Et c'est là que Sophie va leur faire un très bon move, celui de l'honnêteté. Elle va raconter d'où elle vient, d'un village bien en haut de la montagne, et que c'est la première fois qu'elle s'est échappée de là pour s'enfuir. Sans caractériser son village de secte, car elle-même ne sait pas depuis le début qu'elle vivait dans une secte. Alors au début, Chantal n'a pas l'air d'y croire. Sauf que plus Sophie raconte ses histoires, plus Chantal va comprendre qu'il se passe quelque chose de bizarre là-haut dans les montagnes. Chantal va leur dire à Sophie qu'elle en était sûre qu'il y avait quelque chose de louche, car plusieurs fois, elle a vu des personnes différentes descendre au village. Chantal va alors rassurer Sophie en expliquant que si elle veut, elle peut l'aider, et qu'avec elle, elle est en sécurité, et que si elle le désire, elle peut l'emmener dans sa maison principale à plusieurs centaines de kilomètres d'ici pour se sentir en sécurité. D'ailleurs, je pense que même Chantal à ce moment-là, elle craint un petit peu pour elle. Bref, Sophie à ce moment-là, elle sait pas trop si elle doit faire confiance. Et elle a même intimement peur que cette Chantal soit en réalité une personne de la secte qu'elle ne connaît pas et qui est là pour la rapatrier au prophète. Mais par instinct, Sophie va se sentir en confiance avec Chantal et va tout bonnement accepter. Elle sait que ça signifie ne plus voir ses parents, elle sait que c'est aussi un grand risque de suivre cette Chantal, mais il fallait faire un choix. Et Sophie va donc assister à 13 ans, et ça pour la première fois, à la découverte d'une toute autre culture. Notre culture. Sophie découvre alors plein de nouvelles choses, et je peux même pas expliquer ce qu'elle a dû ressentir la toute première fois, donc je vais juste vous partager ces mots. Déjà, quand je suis sorti du lit, j'ai vu Chantal prendre un objet et le coller contre son oreille. J'ai eu très peur car j'avais l'impression qu'elle parlait à quelqu'un. Et en réalité, je venais pour la première fois de découvrir ce qu'était un téléphone portable. Et des découvertes, Sophie va en faire de nombreuses comme ça. Elle va être surprise de voir des voitures dans les rues. Elle va être surprise de voir pour la première fois une boulangerie, etc., etc. Et ce qui l'étonne davantage, c'est le principe d'une société comme la nôtre. De devoir payer avec de l'argent, chose qui n'existait pas ou qui était cachée par le prophète dans la secte. Chantal va alors comprendre petit à petit que Sophie ne ment pas depuis le début et doit absolument tout apprendre pour s'intégrer dans une nouvelle vie. Et Sophie explique qu'elle ne remerciera jamais assez Chantal pour avoir pris énormément de temps et pour tout lui apprendre. Comment on fonctionne, la technologie, l'école, le travail, bref, tout ça. Du coup, Chantal emmène donc Sophie à des centaines de kilomètres de la secte et l'aide à construire une nouvelle vie. Sophie a donc une chance inouïe de tomber sur une femme aussi aimante que Chantal qui va prendre soin d'elle et faire en sorte de lui construire sa nouvelle vie. Et pas forcément qu'au niveau social, mais aussi physiquement. Car oui, Sophie et Chantal ont peur que la secte revienne un jour, et c'est normal. Du coup, Chantal va amener Sophie au coiffeur et changer rapidement sa coupe de cheveux. Et Sophie est surprise de voir, après si peu de temps en dehors de la secte, qu'elle se trouve finalement jolie. Et elle dit pas ça par hasard, car il faut savoir qu'à la secte, il n'y avait pas de coiffeur, et donc ses cheveux, c'était un peu du grand n'importe quoi. Sophie, elle se retrouve donc toute jolie, avec une belle coupe faite par une vraie coiffeuse. Et pour Sophie, ça va prendre pas mal de temps. Ça va prendre pas mal de temps de s'adapter au monde extérieur. Elle explique son incompréhension du monde réel lorsqu'elle a dû pour la première fois aller chercher une baguette de pain. Je rappelle qu'elle vient de découvrir l'euro, notre monnaie, et qu'elle explique qu'elle ne s'est pas sentie à sa place lorsqu'elle a dû payer à la boulangerie. En effet, il ne faut pas oublier que sa manière de parler, son expérience dans notre société actuelle, ça a pour effet de se sentir un peu rejetée, et c'est compliqué pour elle.
Par exemple, elle explique que lorsque quelqu'un vous rend service dans la secte, ils disent toujours une expression religieuse. Et Sophie a vite compris que dire ça dans notre société actuelle est très mal perçu. Il va donc falloir plusieurs mois à Sophie pour apprendre les us et coutumes de la France et de s'intégrer. Chantal se sera donc occupée entre-temps de tout l'administratif pour qu'elle ait des papiers français. Ce qui va notamment lui permettre de s'inscrire dans une école plus tard où elle va rattraper son retard. Je rappelle qu'elle a que 15 ans et que ça fait seulement 2 ans qu'elle est partie de la secte. Et donc c'est normal qu'elle a accumulé autant de retard. Et Sophie raconte que quelques années plus tard, elle va trouver un travail grâce à Chantal. Et que effectivement, petit à petit, elle va s'acclimater à sa nouvelle vie. Et même qu'elle en prendra plaisir en remarquant qu'elle est dans une société globalement bienveillante. Bon, j'imagine que ça devait vraiment être catastrophique comment elle a été traitée dans la secte. Et donc vers 18-19 ans, elle peut assurément dire qu'elle a quelques amis de l'école qu'elle côtoie et quelques collègues de travail par la suite avec qui elle est assez proche. Mais en tout cas, elle assura n'avoir jamais rien dit à propos de cette secte pour éviter que les gens tout simplement la rejettent et la prennent pour une folle. Maintenant, petite pause. Enfin, surtout petit bond dans le temps parce que Sophie elle a 23 ans et elle vit toujours chez Chantal. Et je l'ai pas dit plus tôt, mais Chantal, c'était déjà une personne assez âgée au moment de récupérer Sophie et de prendre soin d'elle. Sauf qu'on est désormais 10 ans plus tard et que Chantal est désormais mal au point. Elle a une maladie et ses jours sont comptés. Sophie va leur passer les derniers jours restants de Chantal à ses côtés, symbolisant l'attachement qui s'est créé entre les deux. Et malheureusement, Chantal va finir par décéder et ça va anéantir Sophie, qui, vous l'aurez compris, vient de perdre sa véritable famille. Une personne qu'il a aimée, qu'il a élevée et qui s'est occupée d'elle comme si c'était sa fille. Sophie va alors continuer sa vie comme elle peut, mais elle sait que malgré tout l'héritage que Chantal lui a laissé, ça va lui permettre de vivre sa vie tranquillement. Et quand je parle d'héritage, je parle pas d'argent ni quoi que ce soit. Je parle d'héritage au niveau de l'éducation qu'elle a reçue par Chantal, de ses conseils et tout ce qui a pu lui permettre le développement de Sophie, du coup, dans notre société. Et Sophie, suite au décès de Chantal, va décider de continuer sa vie et de faire ce que Chantal souhaitait tout pour elle, à savoir profiter de sa vie. Vient donc du coup une phase de la vie de Sophie totalement calme. Elle continue son travail, elle continue à développer ses relations amicales et sociales. Elle emménage et construit sa vie du coup dans un petit appartement, ce qui fait qu'elle est désormais autonome. Et Sophie va indiquer que ce sera le calme plat durant les 4 années qui vont suivre le décès de Chantal. Elle explique que dans son appartement, elle remarque qu'elle a tout de même des réflexes de rituels de la secte. Et ça, après même plusieurs années, comme si c'était ancré en elle à jamais. Mais c'est pas grand chose. Elle se flagelle pas non plus, elle explique qu'elle allume chaque soir une bougie sans bien même savoir pourquoi. Donc c'est pas grave. Vient donc la 5e année après le décès de Chantal. Sophie a 28 ans et cette année est différente que d'habitude. Oui, maintenant elle est plus seule. Elle a récemment rencontré un nouveau petit copain qui est vraiment top. Il est doux, il est beau et surtout le courant passe très bien entre eux. Son petit copain s'appelle Sébastien et clairement leur histoire d'amour va très vite. Et comme dit Sophie, quand on sait que c'est le bon, on n'a pas de doute. Sébastien, c'est un homme un peu plus jeune que Sophie, il est blond, il est plutôt bel homme et surtout il est bon sur tout rapport. Il vient de s'installer dans la région et a donc rencontré Sophie à son nouveau travail, à savoir vendeuse de fruits et légumes. Bref, tout est bien et ensemble ils vont prendre la décision d'emménager ensemble chez Sophie. Ce à quoi elle a un peu peur car c'est déjà la première fois qu'elle fait ça. Mais aussi parce que comme elle l'a dit un peu plus tôt, elle a encore des tocs, des vieilles habitudes de la secte. Mais elle est tellement amoureuse de Sébastien qu'elle n'a pas envie de passer pour une folle. Et je précise au cas où vous vous posez la question, Sophie n'a pas parlé de son sombre passé avec la secte. Elle a raconté sa vie en indiquant qu'elle était fille unique avec une mère qui l'a élevée durant des années et que maintenant elle est décédée. Et d'ailleurs pour elle, elle ne ment pas car son passé à la secte ne compte pas pour elle. Un soir, alors que Sophie et Sébastien regardent la secte dans le canapé, Sébastien remarque que Sophie a un petit tatouage au niveau du poignet. Et c'est bien sûr son numéro tatoué à la secte, le 691. Sophie explique que c'est un délire de jeunesse, pas du tout assumé, et c'est tout. Elle ne veut absolument pas parler de la secte et veut laisser tout ça derrière elle. Et Sébastien va alors lui dire qu'ils ont un point commun qu'il ne soupçonnait pas encore. C'est que lui aussi, il est tatoué. Il s'est fait tatouer le numéro de son arrière-grand-mère sur la jambe, juste au-dessus du genou. Et effectivement, il est écrit 1929 sur sa jambe. Au début, Sophie a forcément pensé que Sébastien était quelqu'un de la secte, car il y avait un numéro tatoué. Donc elle est restée figée devant son tatouage plusieurs secondes. Mais après plusieurs secondes, elle se met à exploser de rire. Elle s'excuse bien entendu auprès de Sébastien et lui dit que c'est trop bien d'avoir fait ça s'il aimait vraiment son arrière-grand-mère. Bref, elle s'éclipse dans la salle de bain et se met de l'eau sur le visage. Elle se regarde dans le miroir et se dit qu'il faut qu'elle arrête d'être parano. Ça fait 15 ans maintenant qu'elle est partie de la secte, jamais ils viendront la chercher. En plus, avec le temps, faut pas oublier qu'elle a changé. Son visage a changé, ses cheveux ne sont plus ceux de son enfance, elle habite en plus très loin où était la secte. Bref, il y a très peu de chances qu'elle se fasse poursuivre et attraper 15 ans après. Et c'est vrai. En plus de ça, elle se fait simplement la réflexion, et qui est juste, qu'il se trouve que la secte, ça se trouve elle existe même plus.
C'est à ce moment-là qu'elle va tout de même avoir une pensée pour ses parents. Et ça va la rendre triste de savoir qu'ils en ont probablement rien à faire de leur fille et qu'ils l'ont probablement vite oublié. Même si elle n'avait pas de relation avec, elle a tout de même un moment de tristesse. Et maintenant, le temps passe de nouveau où Sébastien et Sophie apprennent à vivre ensemble et c'est plutôt une partie de plaisir pour Sophie, qui explique que Sébastien apprécie même ses tocs, ses vieilles habitudes qu'elle n'arrive pas à lâcher depuis la secte. Un soir, Sophie est en train de se démaquiller dans la salle de bain quand elle se met à chantonner les prières de la secte sans s'en rendre compte. Et Sébastien, en passant devant la porte de la salle de bain, va lui dire qu'elle chante super bien et qu'elle a une très belle voix. Sophie est un peu perplexe, mais sourit car, comme on le dit, elle se rend à peine compte quand elle fait ce genre de choses. Bref, leur relation va aller de mieux en mieux avec Sébastien et ils frôlent le parfait amour. Sébastien va régulièrement entreprendre des surprises pour Sophie qui vont la ravir. Par exemple, Sébastien va un soir faire des lasagnes maison pour Sophie. Et coup de bol pour Sophie, ça a toujours été son plat préféré. Et elle explique qu'il lit en elle comme dans un livre ouvert, car jamais elle ne lui a dit que les lasagnes étaient depuis toujours son plat préféré, même depuis son enfance. Et dernière petite chose que Sophie nous explique, c'est que Sébastien va lui faire un cadeau suivi d'une annonce. Sébastien va en effet rentrer à la maison un soir et lui apporter un joli paquet cadeau. Sophie ouvre le paquet et découvre une robe blanche. Sébastien explique que c'est une robe qu'il a trouvée dans une friperie, mais qu'il la trouve super belle. Et du coup, il aimerait qu'elle la mette ce week-end afin de rencontrer ses parents. Sophie, elle tombe des nues car c'est une super annonce, elle va enfin rencontrer les parents de son petit copain et elle est à la fois du coup stressée mais très enjouée d'être déjà au week-end. Sophie est donc très contente de savoir que ce week-end, ils prendront leur voiture pour rejoindre la maison de campagne des parents de Sébastien. Cela sonne comme officiel pour Sophie et c'est que cette relation va durer pour toujours tellement leur amour est fort. Malgré tout, petit moment d'angoisse pour Sophie qui explique que cette robe, elle pense l'avoir déjà vue quelque part, mais elle sait plus trop. Du coup, elle passe à autre chose et se dit qu'elle l'a déjà vue dans un magasin et puis basta. Maintenant, Sophie explique qu'elle est sur un petit nuage. Elle a vraiment mis sa vie d'avant derrière elle et elle est prête pour faire de nouvelles choses avec son copain Sébastien. Et pourquoi pas fonder une famille. Vient donc le week-end où Sophie s'apprête de sa nouvelle robe pour ensuite faire quelques heures de route et rencontrer les parents de Sébastien. La route se passe et avec Sébastien, ils discutent déjà d'enfants, de projets futurs, etc., etc. Ils arrivent enfin chez les parents de Sébastien. Sophie, elle ne le cache pas, elle a énormément le trac. Ils s'avancent alors devant la porte, ils sonnent à la porte, puis sont accueillis sympathiquement par les parents de Sébastien. Le père de Sébastien, c'est un homme assez petit, avec des longs cheveux attachés et une barbe. Tandis que la mère de Sébastien est un peu plus grande, avec de longs cheveux blonds. D'où le fait que Sébastien soit blond, y a pas de doute. Et ouf, le courant passe plutôt bien et c'est tant mieux. À ce moment-là, il est midi. Ils vont donc s'apprêter à prendre l'apéro, puis manger un bon repas ensemble. Tout est alors merveilleux quand Sébastien présente Sophie en expliquant ô combien il a de la chance de l'avoir rencontrée. Ensemble, ils vont alors boire une coupe de champagne pour fêter leur union. Sophie explique bien qu'elle va boire sa coupe de champagne, mais que juste après, elle aura une envie pressante d'aller aux toilettes. Elle finit donc sa coupe de champagne, puis se lève et demande où sont les petits coins. Sophie passe aux toilettes qui se situent au niveau de l'entrée, puis revient dans le salon, là où ils sont en train de prendre l'apéro. Sauf que Sophie, lorsqu'elle se rassoit, elle est étonnée de voir que son verre est de nouveau plein. Elle est étonnée mais se dit que c'est son beau-père qui l'a resservi et puis il n'y a pas de mal. Elle trouve ça juste un peu bizarre car il n'y a que son verre qui est resservi et pas les autres. Et comme elle veut faire bonne impression, elle n'a pas envie d'enchaîner les verres. Sauf que cette fois, les regards de Sébastien et de ses parents sont assez étranges, comme s'ils s'attendaient absolument à ce qu'elle boive de nouveau son verre. Elle explique que c'est un peu étrange, mais comme elle ne veut plus être parano et vivre une vie normale, elle attrape son verre et prend une grande gorgée. Elle dit que si elle recommence à douter de tout et tout le monde, elle n'ira pas bien loin. L'apéro continue alors donc à la normale, et alors qu'ils parlent ensemble de leur rencontre aux parents de Sébastien, Sophie se sent mal à l'aise, comme si elle étouffait petit à petit. Et elle se sent vraiment pas bien, à tel point qu'elle se sent tomber dans les pommes. C'est donc quelques minutes plus tard qu'elle se réveille allongée dans le canapé et qu'elle refait surface. Alors plus de peur que de mal pour Sophie. Enfin non, pas du tout. Sophie, elle est en fait mains et pieds liés dans le canapé et elle fait face à 3 personnes, qui sont supposément Sébastien et ses beaux-parents. Enfin ça, c'est ce qu'elle croit. Car très vite, en reprenant ses esprits, elle constate que les 3 personnes sont habillées en blanc, soit totalement différents par rapport à tout à l'heure. Et elle constate que c'est en fait bien les mêmes personnes, et ça elle le confirme en les entendant parler, mais que bizarrement, ils ont changé de look. Le père n'a plus les cheveux longs attachés avec une barbe, mais les cheveux détachés et sans la barbe. Et la mère de Sébastien n'a plus les longs cheveux blonds, mais des cheveux assez courts de couleur châtain. Sophie est paniquée, mais à l'instant où elle veut hurler de terreur, elle se rend compte qu'elle a un gros scotch au-dessus de sa bouche. Et donc ça l'empêche de faire quoi que ce soit. Après plusieurs minutes à se débattre et à se faire calmer par Sébastien et ses beaux-parents, elle entend que sa belle-mère veut lui parler. Et elle va entendre « Ma chérie, tu te souviens plus de nous ?»
Ce à quoi Sophie va immédiatement comprendre que les personnes en face d'elle sont tout simplement ses parents de la secte. Elle ne les a pas reconnus au départ car ils étaient entre guillemets déguisés, mais plus elle va les regarder, plus elle va comprendre que c'est vraiment eux, c'est vraiment ses parents. Sophie veut alors comprendre ce qui se passe et surtout de savoir pourquoi elle est attachée, ligotée, si on peut dire ça comme ça, dans le canapé. Sa véritable mère va alors lui dire que depuis toutes ces années, ils ont tenté de la retrouver et que grâce au fils du prophète Sébastien, ils ont réussi à remettre la main sur elle. Sophie est alors en larmes et comprend qu'elle avait donc raison d'être parano ces derniers temps avec Sébastien. En effet, cette robe que lui a offert Sébastien est en effet une robe que portent les femmes dans la secte. Sauf que ses souvenirs étaient si lointains qu'elle a manqué de jugement. Sophie comprend alors une autre chose, c'est que le chiffre tatoué sur Sébastien n'est pas la date de naissance de son arrière-grand-mère, mais bien un chiffre tatoué par la secte montrant qu'il appartient à cette organisation. Sophie est alors morte de peur et comprend qu'ils vont l'emmener de force à la secte. Ses parents et Sébastien la prennent alors de force et la mettent dans le coffre de la voiture pour l'emmener directement à la secte. Sophie va alors donc se retrouver dans l'obscurité, dans un coffre, pendant des heures, en sachant pertinemment que le pire est en train d'arriver. Elle explique qu'à ce moment-là, elle pense être dans un cauchemar et qu'elle va bientôt se réveiller. Comment est-ce que Sébastien, l'amour de sa vie, après tout ce qu'ils ont vécu ces derniers mois ensemble, pouvait finalement être un membre de la secte en mission pour venir la chercher? Ils arrivent alors en bas de la montagne, puis descendent tous les trois. Ils descendent tous les trois pour amener Sophie aux cloisons qu'elle a vues pour la dernière fois il y a 15 ans. Sophie est alors accueillie dans la secte en étant conspuée par tout le monde. Et vous vous en doutez bien, elle n'ira pas dans son ancienne maison, mais plutôt en direction des cellules. Sophie se fait donc enfermer dans les cellules, là où elle sait qu'il n'y a plus espoir et que sa seule issue, c'est de finir au cimetière de la secte. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. Bon, déjà plusieurs choses à vous dire. Déjà merci pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout cette histoire. Sachez que c'était pas facile pour moi car cette histoire, c'est moi qui l'ai créée de toutes pièces. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai un penchant pour l'écriture et c'est donc de temps en temps que je voudrais vous proposer ce type d'histoire assez longue que j'imagine de toutes pièces. Et franchement, j'aimerais vraiment que vous me donniez votre avis en commentaire sur mon premier, on va dire, scénario, si je peux dire. Sachez que si je fais ça, c'est aussi pour vous faire plonger dans des histoires bien plus longues que des petits threads d'horreur. Et ça me tient vraiment à cœur d'avoir votre avis. Et franchement, allez-y Franco, je vais pas me vexer pour de mauvais avis, vous en faites pas. Bon alors oui, je sais, il y a pas mal d'incohérences, tout n'est peut-être pas bien ficelé, si on peut dire ça comme ça. Je sais que j'ai beaucoup de progrès à faire en tout cas, mais ce sera avec plaisir de retenter le coup dès que je peux. D'ailleurs, si vous avez un thème ou une idée de scénario que vous voulez que je développe, ça se passe en commentaire. Et ensemble, on passera prochainement sur Netflix, croyez-moi. Sur ce, un grand merci à tous ceux qui ont écouté encore une fois jusqu'au bout. Vous êtes les meilleurs, on se dit à la prochaine, bisous. Perfect.